L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Epstein File. L'étau se resserre autour d'Emmanuel Macron. PPE 3. Le cornu détruit-il la France? Avant de traiter ces deux questions, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien pour remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Corinne Verneuil, Philippe Bohen, Edwige Duff, JP Poignant, Dambrige Jean-Jacques, François Colnat et cette chère Françoise Dominger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien formidable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression et de trollage. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Epstein File, toujours. Vous êtes très nombreux à me poser la question, mais est-ce qu'il y a vraiment autant que cela de documents à découvrir? Ah oui, une montagne. 3 millions de documents sont cachés au public. Les raisons. Le ministère de la Justice américaine a confirmé que tout contenu représentant des choses interdites aux moins de 18 ans avec des enfants ou des abus sur mineurs ont été exclus de la publication, donc non diffusés, et même certaines images vraiment épouvantables, commerciales, ont été cachées par précaution, en considérant les femmes ou les enfants représentés comme des victimes potentielles. Près de 3 millions donc de pages de documents supplémentaires ont été non publiés pour plusieurs raisons officielles, protection de la vie privée et des droits des victimes, plus de 1000 victimes identifiées, informations liées à des enquêtes en cours, privilèges légaux, délibérations internes, avocats, clients. Vous l'avez compris, il y a donc des questions de droit, de protection des victimes et des enquêtes en cours. Mais retenez bien ce chiffre, plus de 1000 victimes identifiées. Et ceux qui ont visionné des documents sont ressortis traumatisés, comme la représentante Becca Balint, qui a examiné hier les dossiers non expurgés d'Epstein. Sa réaction à la sortie, ce sont tous des malades mentaux. Cela va donc être très facile pour les juges américains d'arrêter les coupables. Eh bien non. La raison? Explication avec Elon Musk. Révélation choc d'Elon Musk. Les victimes, enfants d'Epstein, transformés en trafiquants après 18 ans pour garantir leur silence. Dans un post explosif sur X, Elon Musk affirme que la plupart des victimes, enfants de Jeffrey Epstein, ont été transformées en trafiquants elles-mêmes une fois majeures. Citation. En les incitant à commettre des crimes avec lui, Epstein a assuré leur silence bien mieux qu'il n'aurait fait un accord de non-divulgation. Elle devrait bénéficier d'amnistie pour témoigner. Et la deuxième difficulté que doivent surmonter les juges américains, c'est l'obstruction des journalistes et des politiques. Un peu comme Emmanuel Macron. C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Il faut que la justice là-bas fasse son travail. C'est là où il faut récapituler le narratif du poudré vis-à-vis d'Epstein. D'abord, pendant des années, jusqu'à la semaine dernière, Epstein, c'est un fantasme de complotisme. Ensuite, ce fut un coup des Russes. Je vous renvoie à mon entretien consacré à ce sujet. Enfin, cela concerne essentiellement les Américains. On a comme la désagréable impression que le poudré bloque le travail de la justice française. Circuler, il n'y a rien à voir à Paris. Mais, si on en croit ce qui nous vient des USA, peine perdue, Manu, hein. L'étau Epstein se resserre sur toi. Et la vérité éclate jour après jour. L'instable de l'Élysée protège bien des tordus. Il y a d'abord eu Olivier Duhamel, ce déjeuner discret avec Bribri pour aider son mari, le poudré. Dans la Familia Grande, publié le 7 janvier 2021 aux éditions du Seuil, la juriste Camille Kouchner, la fille de Bernard, accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'agression envers son frère jumeau. Jeudi 14 janvier, Le Monde, à l'origine des premières révélations, dévoile de nouvelles informations sur l'affaire.
Olivier Duhamel, pilier de la Macronie, a été gentiment exfiltré de la scène médiatique. Et puis, le cas Borrello. Je n'oublierai jamais ce que je vous dois. Le Poudré décore ses fidèles et auto-célèbre sa décennie. Lors d'une cérémonie de décoration, ce lundi soir à l'Élysée, le président a remis la Légion d'honneur à certains de ses proches. L'occasion pour lui de vanter son bilan. Et c'est ainsi tout le temps l'Élysée. Macron organise des fêtes onéreuses avec l'argent des contribuables. Et là, c'est pour célébrer la lie des macronards, comme Borrello, ancien responsable du parti LAREM. Mais qui c'est ce Borrello? Donc Emmanuel Macron vient de remettre la Légion d'honneur à son ami Jean-Marc Borrello, condamné pour avoir facilité l'usage illicite de stupéfiants et accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Pour se rafraîchir la mémoire, un article de l'Aberration qui date d'il y a quelques années. Enquête harcèlement sexuel. Je ne voulais pas de ce baiser, mais Borrello a le bras long. Oui, c'est le bras droit d'Emmanuel Macron. Pilier de la Macronie, figure du milieu de l'économie sociale et solidaire, ne cachant pas son homosexualité, le président du groupe SOS est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle dans son entreprise. Il se défend le bougre en invoquant la culture du groupe. Donc la culture du groupe, c'est le harcèlement. L'Aberration a recueilli le témoignage d'anciens employés décrivant les comportements plus que déplacés de leur patron, au vu et au su de tous. Oui, c'est bien l'Aberration. Et ce qui donne la nausée, c'est que Jack a été le chouchou du couple Macron jusqu'à ce lundi. Il faudrait également évoquer le cas de Dany, chroniqueur sur BFM Macron. Lorsqu'on évoque cette affaire Epstein devant une macronarde, avec ses milliers de victimes, l'appartement de l'avenue Foch en France, lieu de toutes les horreurs, eh bien, on a cette réponse. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite opposée mardi à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein. Yaël a bien raison. Si on ne peut plus agresser des enfants sans être importuné par le bas peuple, quel est l'intérêt d'être riche et puissant? De quoi a-t-elle peur, Yaël? Que l'on apprenne que le recruteur de Brunel, qui fournissait des filles à Epstein, était en totale liberté à Paris? C'est finalement à Paris, il y a quelques jours, que nous l'avons localisé. Daniel Siad? Oui, madame. Ça fait 2 ans qu'on vous cherche. Pourquoi le rabatteur d'Epstein en France, Daniel Siad, n'a jamais été inquiété de près ou de loin par la police, Yaël Braun-Pivet? Emmanuel Macron, qui cherchez-vous à protéger? Vous n'avez pourtant jamais eu de scrupules quand il s'agissait d'envoyer la police fracasser le peuple français. Révélation sur Daniel Siad, soupçonné d'être le rabatteur de Jeffrey Epstein en France. Le JT a pu recueillir le témoignage de jeunes femmes qui racontent comment cet homme les a mises en relation avec le milliardaire américain. La pièce qui accable les autorités françaises. Elle nous vient bien évidemment des États-Unis. Affaire Epstein, un accord financier avait été trouvé en 2009 entre Jean-Luc Brunel et le franco-algérien Daniel Amar Siad, tous les deux rabatteurs présumés de jeunes femmes pour Jeffrey Epstein en France. Dans un mail transféré ensuite à Jeffrey, voilà ce qu'écrit Jean-Luc Brunel au sujet de Daniel Siad, aujourd'hui accusé d'agression en France. Dominique, voici le numéro de compte bancaire d'Amar Siad. Nous lui verserons 3 000 € par mois pendant 6 mois pour ses services de recrutement. Pour tous les mannequins qui nous enverra, nous lui verserons une commission de 5% sur leurs revenus. Je suis en train de préparer un contrat écrit, vous pouvez transférer l'argent dès maintenant. Merci. On se frotte les yeux. Il y avait des contrats et la justice n'a rien vu. Et vous le savez, malgré les crimes, les témoignages, les agressions, l'affaire a été classée sans suite. Affaire Epstein, une association veut la publication de l'enquête de 2019 en France, qui avait été donc classée sans suite sous le mandat d'Emmanuel Macron. Comme je m'interrogeais hier, qui a donné l'ordre d'enterrer cette affaire sous le premier mandat du Mozart de la finance? Qui a laissé Siad en totale liberté? Qui a empêché les victimes de témoigner? Que de questions. En tous les cas, les macronistes et Braun-Pivet ne veulent certainement pas que l'on y réponde. Il faut dire qu'il y a du beau monde dans ce dossier.
Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, est plusieurs fois cité dans les Epstein Files. Il l'aurait rencontré à Dakar en 2011 et a généreusement prêté un théâtre à Jack Lang en 2015 pour une projection privée avec Epstein. Silence total des médias et bien évidemment de la justice. Mais plus Macron essaie d'étouffer le scandale Epstein, plus l'étau se resserre. Les documents arrivent chaque jour, accablant le poudré. Il y a d'abord eu celui-là. Révélation, Emmanuel Macron discutait avec Jeffrey Epstein en 2018 en lui demandant des conseils de relations publiques. Et il y a ceci. Epstein, une affaire américaine pour Macron. On nous rejoue le nuage de Tchernobyl arrêté à la frontière de Mitterrand. Pourtant, le mot France apparaît 15 000 fois et Paris 66 000 fois dans les dossiers d'Epstein, bien plus que tous les autres pays et capitales. Et il y a ceci, affaire Epstein, Steve Bannon se moque du petit ami du poudré. Quelqu'un dit à Bannon, on m'a montré entre autres une photo du petit ami de Macron. Ah, l'hypocrisie. Bannon, c'est vrai, le soldat? Vous avez bien lu Le Soldat. Lorsqu'on a visionné les vidéos de Candace Owens, cela prend un sens très particulier. Comme dit Xavier Poussard, tout le monde sait. Réponse, cela donne un tout autre sens à Je te soutiens ou à Souviens-toi que les Français sont avec toi. Burke, à quoi Steve Bannon faisait-il allusion? Oui, nous, on a compris. Et il y a ce scandale incroyable. Quand Macron lui a serré la main, tout le monde, du Quai d'Orsay à l'ONU, savait ce que Fabrice Sédan avait fait. C'est impardonnable. Mais qu'a-t-il fait? Le diplomate français Fabrice Sédan, lié à Jeffrey Epstein, a été discrètement exfiltré de son poste à l'ONU en 2013 pour des soupçons de consultation de sites impardonnables. Il a ensuite multiplié les postes prestigieux qui le protègent. Un début de réponse. L'essentiel, un diplomate en disponibilité pour convenance personnelle et occupant des fonctions comme directeur des affaires internationales chez Engie, a entretenu d'étroits liens avec Epstein, le mettant en relation avec des personnalités, lui envoyant des CV de femmes ou se faisant l'intermédiaire pour le versement de sommes d'argent. Cet homme, Fabrice Sédan, a par ailleurs fait l'objet d'un rapport de la police américaine en 2013 pour consultation de fichiers épouvantables, alors qu'il était envoyé par la France à l'ONU. Au lieu d'encourager une sanction judiciaire, le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU de l'époque, Gérard Haraud, lui a demandé de rentrer en France où il a poursuivi sa carrière au Quai d'Orsay, puis à l'UNESCO et à la banque Rothschild. Ben voyons. Le groupe Engie annonce suspendre son directeur. Le Quai d'Orsay affirme de son côté vouloir pleinement contribuer à la manifestation de la vérité. Et la suite est étonnante. Lobbyiste auprès d'Ariane de Rothschild. De retour à Paris en 2017, le diplomate ne coupe pas du tout les ponts avec Epstein. Il s'appelle par téléphone et le Quai d'Orsay l'autorise à travailler comme lobbyiste auprès de l'influente Ariane de Rothschild, une très proche de Jeffrey Epstein, elle aussi inquiétée par la publication de ses fichiers. Le cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, explique auprès de la cellule investigation de Radio France qu'il ignorait la présence de son diplomate dans les fichiers Epstein avant que nous ne l'en informions. Contacté, Fabrice Sédan n'a pas donné suite à nos questions. Il a supprimé son profil sur le réseau professionnel LinkedIn peu après nos sollicitations. Encore et toujours, les réseaux atlantistes progressistes. Et puis, Jack Lang, Dany, Borrello, Duhamel et maintenant Fabrice Sédan. Et Macron est toujours en poste? Intéressons-nous à ce Gérard Haraud. Vous le connaissez, c'est un chroniqueur sur LCU. Gérard Haraud, les dossiers Epstein semblent aller encore au-delà de ce qu'on pouvait craindre avec en prime un fort parfum d'espionnage russe. Trop d'intérêt en jeu pour que beaucoup n'aient pas intérêt à tout étouffer ou à sacrifier les moindres cires. Y réussiront-ils? Gérard Haraud nous sort un Célérus 500. Petit pion donc de la propagande du poudré et protecteur d'un complice d'Epstein.
D'un côté, cela fait sens, surtout lorsqu'on consulte son CV. Senior advisor chez Albright Stonebridge Group, cabinet de conseil américain fondé par Madeleine Albright. Atlantiste, senior advisor chez Portland Communication, Royaume-Uni. Il est distingué à l'Atlantic Council et il travaille à l'International Crisis Group. Voilà, Gérard Haro, c'est le bras armé de l'atlantisme. Gérard Haro est donc englué jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Il a protégé un de ses sbires. Il a fait obstruction à la vérité. Il est un soutien d'Emmanuel Macron, atlantiste. Rien d'étonnant. Et tous semblent être cul et chemise. Fabrice Edan, qui était détaché à l'ONU à New York, a été renvoyé en France en 2013 par le Quai d'Orsay après avoir été pris en flagrant délit par le FBI de consultation de fichiers épouvantables, sans sanction judiciaire derrière. Et il pose à côté de Gabriel Attal. Et ce type de révélation, ce n'est que le début. L'étau se resserre, se resserre. On parle de ministres, on parle de diplomates, à tel point que Jean-Noël Barrot est en train de faire dans sa culotte. Affaire Epstein. Effaré et indigné, Jean-Noël Barrot ne peut pas exclure la publication de nouveaux noms de diplomates. À l'Élysée, c'est panique totale. Le Poudré enchaîne cabinet de crise en cabinet de crise. Pour la presse internationale, Keir Starmer et Emmanuel Macron sont fichus. On en reparle dans quelques minutes. Mais avant, on va terminer Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale, donc, s'est dit opposée mardi à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je sais, cela fait 2 fois que je lis cette brève de presse. Mais vous sentez toute la monstruosité de l'attitude de Braun-Pivet ? Pour mémoire, Macron a nommé cette poule au perchoir pour la remercier d'avoir torpillé la commission d'enquête parlementaire sur Benalla. Mais cette fois-ci, Braun-Pivet ne pourrait pas torpiller la commission parlementaire sur Epstein parce que les Macronards n'ont plus la majorité. Le mieux, c'est de faire obstruction donc à la vérité. Et lorsqu'on cherche quelque chose sur Braun-Pivet, on trouve toujours. Donc l'avocat de Jean-Luc Brunel était une associée de Thémines. Thémines est l'ancien cabinet de Madame Yael Braun-Pivet, qui aujourd'hui refuse la commission parlementaire sur l'affaire Epstein, alors que son ancien cabinet le représentait. À tout le moins, il s'agit d'un immense conflit d'intérêts. Que tous les journalistes ne soient pas en train de traiter cette question comme l'a fait Verreg se moque proprement de tout le monde. Madame Braun-Pivet, vous devez révéler votre conflit d'intérêts structurel enfin. En déontologie, c'est le hors-piste. Qu'est-ce que c'est que cette république de copains et de coquins ? Enfin, que le monde est petit avec les Macronards, on retrouve toujours les mêmes noms. Quand ce n'est pas Soros, c'est Jeffrey Epstein. Et la Yael, c'est exactement ce qu'il y a dans le dossier Epstein. Elle ne veut certainement pas que les choses soient révélées. Je vous ai dit un instant que le Macron est au plus mal. Confirmation. Après avoir menacé Poutine pendant 3 ans, nous avoir fait du Célérus toutes les semaines, Macron lui a envoyé son conseiller pour renouer le dialogue. Il s'est fait rembarrer par Lavrov. Macron présente cette gifle à son avantage. Qu'ai-je obtenu ? La confirmation que la Russie ne veut pas la paix maintenant. Les termes diplomatiques utilisés par la Russie. Le Kremlin confirme des contacts techniques avec Paris, après les déclarations du Poudré concernant le rétablissement du dialogue. Alors que le président français appelle à renouer le dialogue avec Moscou, le Kremlin prend acte de cette inflexion et confirme l'existence de contacts techniques. Si la Russie accueille cela avec intérêt, elle souligne l'absence de signaux clairs à ce stade et constate que l'initiative de Paris reste pour l'instant isolée sur la scène européenne. Traduction en termes moins diplomatiques. Le Poudré est isolé, il ne représente plus que lui-même, et les Russes attendent donc que ce fruit pourri tombe de lui-même. Avec les Epstein Files, j'ai l'impression qu'à Moscou, on a sorti les pop-corn. Seconde baffe, les Allemands, l'Union européenne. Le Poudré, c'est le moment de lancer une capacité commune d'endettement pour l'avenir de l'économie européenne. Baisser les impôts, déréglementer, non, s'endetter encore plus pour investir dans la transition escrologique qui coule notre industrie. Mais ça suffit. Réponse des Allemands.
un peu la même que celle du Kremlin. Pas tant que je serai en vie. Macron veut qu'on s'endette en commun avec nos voisins européens. L'Allemagne n'est pas intéressée, Paris est encore une fois de plus complètement isolé. Aïe, Macron vient de se faire sévèrement humilier par le chancelier allemand Merz. Alors que Macron, ce matin, dans une interview au Monde, demandait la création d'une dette commune européenne, idée complètement dingue, Merz vient de lui répondre « Macron détourne l'attention des vrais sujets ». L'Allemagne ajoute qu'elle refuse formellement. La France doit reprendre sa souveraineté et se choisir des dirigeants qui l'aiment et qui bossent pour elle. Macron est donc dans une situation très périlleuse. Il n'a plus les milliards pour financer les mafias ukrainiennes et pour financer la transition escrologiste. Il accélère pourtant le calendrier avec ce diable de Lecornu. En catimini, Sébastien Lecornu et ceux qui ruinent la France depuis 9 ans veulent encore enfoncer le clou. Pascal Praud, dans son édito, évoque le possible décret sur la programmation pluriannuelle sur l'énergie. Et derrière cette folie, il y a évidemment les réseaux européistes. Florian Philippot l'a rappelé à travers la lecture de son tweet par Pascal Praud. Monsieur Massescaron se trompe, l'Europe a tout à voir avec ce décret. Le 30 janvier dernier, la Commission européenne a mis en demeure la France de l'adopter avant 2 mois afin de respecter la directive européenne sur les énergies renouvelables. Oui, c'est bien une directive européenne qui impose cette folie sous influence allemande qui nous vend les éoliennes, éoliennes sur terre, en mer et panneaux solaires, et eux sont chinois. On ne fait rien de bon sans souveraineté nationale. Merz humilie Macron mais lui impose ses éoliennes. Le poudré, ce n'est même plus un paillasson, c'est un esclave. Alexandre Jardin. Ça suffit de maltraiter la France, Sébastien Lecornu. Elle ne vous appartient pas. Et votre légitimité démocratique est nulle, n'existe pas, encore moins pour engager le pays pour 10 ans dans des aberrations astronomiques que nous devons tous payer. Nous devons être traités comme des citoyens, certainement pas comme des gueux, et nous allons vous l'apprendre. Les investisseurs doivent savoir que la nation ne tolérera jamais l'instauration de cette folie. La France n'est plus à vendre. Si vous répondez aux appels d'offres, vous vous en mordrez les doigts. Le peuple ne veut plus se faire piller par des idéologues sans amour pour lui. C'est vraiment une décision folle. Non seulement cela va faire exploser nos factures d'électricité, mais cela va mettre en danger la France. Sébastien Lecornu peut être responsable d'un incident nucléaire majeur. C'est ce que disent les experts. On peut avoir un incident majeur nucléaire par cette décision d'imposer des éoliennes un peu partout. Vous le savez, parce que l'énergie intermittente crée des tensions sur nos centrales nucléaires. Emmanuel Macron veut nommer Amélie de Montmachin présidente de la Cour des comptes. Voici des images rares d'Amélie essayant de trouver les boulettes dans son propre budget. Elle préfère les avaler. Macron et ses amis à la tête de l'État français. Montmachin, Cour des comptes, Adjari à l'Arcom, Macron président, Ferrand, Conseil constitutionnel et Tabuteau au Conseil d'État. Il faut ajouter les nominations à la tête des médias ou des syndicats. L'historien de l'État, Éric Anceau, le dit avec solennité. La nomination d'Amélie de Montmachin à la tête de la Cour des comptes, après celle de Richard Ferrand à celle du Conseil constitutionnel et probablement celle d'un autre fidèle de l'Élysée à la tête de la Banque de France, traduit un dévoiement complet de ces institutions. Comment la ministre actuelle pourra-t-elle donner un avis crédible sur le prochain budget qu'elle a elle-même préparé ? La défiance des Français à l'égard de leurs dirigeants n'a jamais été aussi forte depuis 1958. Le drame est au bout. Macron en restera éternellement le principal responsable. Et ceci explique cela. La Banque de France jusqu'en 2032, la Cour des comptes jusqu'en 2053. Avec ses nominations de fin de règne, Macron place ses pions pour l'après-2027. Lutte contre la corruption, nous dit France Infox. La situation de la France est assez inquiétante selon l'ONG Transparency International. On se demande bien pourquoi.
Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy. Le russe Kirill Dmitriev affirme que les gauchistes, Obama et Biden, ont construit la machine médiatique la plus puissante au monde pour contrôler les récits, les esprits et les élections. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Observatoire du journalisme. En pleine affaire Epstein, Patrick Cohen dresse un portrait dithyrambique de Jack Lang au micro de France Inter. Il a été le plus grand ministre de la Culture de la Ve République. Jack Lang relaie même l'édito sur son compte Twitter. Malraux semble donc enterré. Enfin, il faut débunker, Jack Lang a été le plus funeste ministre de la Culture. J'en ai souvent parlé. Celle-là aussi répond au ministre russe. Il n'y a pas de victime dans l'affaire Epstein. Allez, un peu d'humour avec la poule du perchoir. Monsieur Epstein est un ami. Vous salissez sa mémoire à ce petit ange parti trop tôt. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est rien, c'est Manuel Valls quand il entend que le poste de président de l'Institut du monde arabe s'est libéré. Le canard enchaîné est lui aussi très en forme. Lang. Epstein n'était pas un ami, juste un jackpot. Bien vu. C'est fou comment ils retrouvent tous la mémoire. Il ne payait rien à Cannes, il considère qu'il doit être invité partout, dans des conditions de luxe. Rima Abdul Malak, ancienne ministre de la Culture. Macron visite Arcelor. Mon Dieu, j'ai cru un instant que c'était un conte parodique d'Emmanuel Macron. Mais non, avec de tels politiciens, on n'a même plus besoin des guignols. Le spectacle est quotidien. Et comme le dit Juste Milieu, j'aimerais bien qu'il se déguise en indien, j'aurai la panoplie complète des Village People. Il va être difficile de tenir une position dans laquelle l'argument principal de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est au motif de leur protection, et de l'autre refuser une commission d'enquête sur l'une des plus grandes affaires criminelles des temps modernes. Quant aux socialistes, vous vous en souvenez, j'en ai parlé hier, mais on ne peut pas s'empêcher de le remettre. Le fort chour d'Emmanuel Macron inspire le PS et Olivier Faure. J'ai cru que c'était un fake. Purée, le niveau, c'est pas possible. Le Gorafi dépassé chaque jour. Allez, une dernière pour la fin. Les théories du complot il y a 10 ans, les infos en 2026. Avant de se quitter, un petit hommage à Elon Musk avec une très belle image, un peu émouvante. Please, 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 wake up, réveille-toi. Et en France, c'est Jonathan. Réveille-toi, on a besoin de toi. On fera tout pour réveiller notre beau pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.